donc nous allons conserver le même principe, c'est-à-dire un temps de présentation des deux interlocuteurs qui nous ont rejoints, et puis une quinzaine d'images, mais je me suis déjà aperçu qu'il y en avait plus, que la quantité demandée n'avait pas été respectée, c'est la vie, et puis un petit débat et éventuellement vos interpellations. Donc, qui êtes-vous, chacun? Donc, Anne Demian, architecte, et puis je travaille à la fois sur des questions de prospective sur le logement, le bureau, les équipements. Je travaille dans le neuf et dans la restructuration. Alors, j'ai bien compris que la question du neuf, c'est considéré par certains comme représentant 1% de la construction, mais il y a quand même un renouvellement de la ville sur elle-même qui, quelquefois, est, qui n'anticipe pas les besoins futurs, sur lesquels il faut réfléchir. Voilà, donc là, je fais beaucoup un travail de praticienne et de recherche sur tous ces sujets. Non, c'est bon. Bonjour à toutes, bonjour à toutes, bonjour à tous. Enfin, j'y ai cru. Moi aussi. C'est bon. Bonjour à toutes, ouais. Bonjour à tous. Je suis donc Tristan Rivet, le directeur général d'Eden Promotion, un promoteur immobilier, donc de l'autre côté de la barrière dans l'esprit de certains, et actif sur la Nouvelle-Aquitaine et les Pays de Loire. Bien. Basé à La Rochelle, principalement. Alors, qui commence ? Oui, c'était prévu. En fait, ce que je voulais vous présenter, éventuellement deux projets, justement, pour se trouver dans deux configurations un peu différentes, mais complémentaires. L'une se situe à Paris, sur un ancien site de voie ferrée, et l'autre à Strasbourg, sur un ancien site industriel. Voilà, c'est comment la ville, justement, se restructure sur elle-même. Et je pensais vous parler de la porte d'Auteuil, justement, comme démonstrateur de la possibilité de 4 architectes extrêmement différents dans la capacité de penser ensemble la ville. Parce qu'aujourd'hui, la qualité du logement, elle est quand même souvent mise à mal par des questions économiques, des questions justement où il y a l'usage n'est pas forcément au rendez-vous au moment où les opérations sont réalisées. Et la question, à mon sens, de la qualité, elle est liée à la capacité d'interroger la flexibilité de chacun des programmes et de travailler avec beaucoup de précision sur le rapport entre l'intimité, les espaces intimes et les espaces communs, collectifs. Notamment, en préambule, je terminerai en précisant ça, je pense qu'il y a une grande responsabilité de la part des architectes d'arriver à faire comprendre qu'effectivement la densité peut être quelque chose qu'on peut envisager et servir peut-être d'autres propositions par rapport à la maison individuelle qui est quand même encore aujourd'hui le rêve le plus abouti pour beaucoup de Français, notamment dans sa capacité à générer des espaces où chacun se dit « je suis enfin chez moi ». Mais en même temps, on voit bien que la crise énergétique, ce n'est pas forcément la solution puisque ça met les gens tributaires de leur voiture et dans des situations d'isolement parfois qui ne sont pas forcément en corrélation avec notre monde qui permet beaucoup d'échanges et d'activités. Donc cette opération Porte d'Auteuil, je l'ai fait, on sait 400 logements avec 4 architectes, 2 maîtres d'ouvrage et une entreprise. Donc ça, c'est un menu qui n'est pas toujours fréquent. Mais en l'occurrence, c'était un maître d'ouvrage public, Paris Habitat. Donc l'opération est de 400 logements, il y avait 200 logements sociaux et 200 logements en accession. Donc problématique extrêmement intéressante, parce que ça se passe dans le 16e. Et le 16e, comme vous le savez, enfin vous le savez peut-être pas, mais il y a 2% de logements sociaux, donc très très peu. Et là, l'objectif, c'était de faire 50% de logements sociaux. Donc déjà, bon là... La bagarre a été mise en place. C'est une opération qui a pris 10 ans à se faire, quand même, parce que on l'a livrée il y a 3 ans. On l'avait gagné en 2008. Et donc là, il y a quelque chose du participatif combatif, au sens où on avait en plus décidé, chacun des architectes, à faire 200 logements sociaux aussi qualitatifs que les 200 logements en accession. D'ailleurs, pour preuve, à la fin,
Quand on a fait les logements sociaux en premier, parce que malgré tous les attaques, en fait, les bailleurs sociaux ont la possibilité de construire même à risque. Il a dit, bon, très bien, maintenant que les logements en accession sont faits, on va voir les logements sociaux. On lui a dit, mais non, ça, c'est de l'accession. Donc ça a un peu calmé les esprits et on a réussi finalement à faire l'opération. Donc 4 architectes, c'était aussi une manière de dire que trop souvent dans les opérations neuves, il y a des collections d'objets avec la possibilité pour chaque architecte de montrer à chacun sa virtuosité. Là, on a voulu surtout avoir un acte militant sur la possibilité de faire une pièce urbaine qui était, notamment, vous voyez les petits schémas à droite, qui sont une réflexion sur le tissu urbain dans sa capacité à générer une pièce urbaine qui est constituée par 4 bâtiments, mais 4 bâtiments toujours attentifs à trouver dans le dispositif passif le meilleur éclairement, les vues les plus lointaines. Et donc, ce n'était pas forcément le dispositif haussmannien qui est en fait constitué d'alignement, de continuité, qui était forcément la meilleure solution. Notamment, là, on se trouve à la fin d'une coulée verte, donc sur un ancien site de voie ferrée qui a été colonisé par la végétation. Et on a voulu montrer qu'on pouvait faire un parc habité, c'est-à-dire dissocier les bâtiments de cet alignement et en faire une sorte de nouvelle centralité piétonne par rapport à la centralité voiture. Le bâtiment central, qui était le mien, se soulève pour laisser voir de part et d'autre des boulevards une transparence. Les autres bâtiments sont bien ancrés au sol et on a voulu jouer, pour avoir la qualité, jouer sur une répétition des moyens, c'est-à-dire que, comme vous voyez, les 3 bâtiments qui entourent le bâtiment central, qui est plus épais, sont faits avec un même système constructif qui permet d'optimiser le coût. Ceci pour... alors là, je reviens un peu sur la pièce urbaine. Donc mon bâtiment qui est au centre, il sert de rotule et de perception, on va dire, en profondeur du parc. Depuis la rue, on verra qu'il y a un parc derrière. Là, c'est au moment de la livraison. Depuis, ça a bien poussé. Donc, on a vraiment une sensation de végétalisation de part et d'autre. Et l'atrium étant le point nodal du Cardo Decumanus, alors même qu'on avait déstructuré l'ensemble. C'était une façon de dire que dans le 16e, on peut faire d'une façon contemporaine ces grands escaliers d'hôtels luxueux et en faire presque une installation d'art contemporain. Mais la dimension militante dans cette interface entre la partie intime et la partie extérieure, qui est donc plus publique, où on va pouvoir prendre l'air, c'est un espace extrêmement important et souvent déshérité dans le logement, à mon sens. C'est-à-dire qu'on a donc mis en scène en fait, la possibilité, c'est une des premières en France, de mettre des repliants dans le logement. En général, c'est utilisé sur des magasins à rez-de-chaussée ou dans les bureaux. Et là, on a mis la possibilité d'avoir des systèmes industriels qui permettaient aux habitants, donc là, c'est des logements sociaux, ceux de rue di Ricciotti, de Francis Solaire sont quasiment identiques dans le dispositif, avec que des traversants. D'un point de vue climatique, c'est ce qui permet, on comprend, de ventiler, d'avoir 2 orientations, une chaude, une froide à toute heure de la journée, d'ouvrir complètement ces éléments, d'avoir la possibilité d'avoir un volet coulissant qui fait brise-soleil. Donc on peut avoir de l'air et se protéger du soleil. Vous voyez, vous avez compris, il y a plusieurs configurations. Et le fait d'avoir fait une sorte de coopérative de moyens, ça a permis d'avoir avec un coût logements sociaux, d'avoir la même qualité sur la partie privée et sur la partie justement sociale et la partie accession. Un autre élément qui est extrêmement aussi sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est les épaisseurs en fait, qui permettaient d'avoir à la fois une rentabilité et en même temps la question de la possibilité d'avoir des traversants. Et à chaque fois, cette possibilité d'avoir une qualité d'interface entre l'intérieur et l'extérieur. Donc ça, c'est les précédents, c'était mes logements, et ceux-là, c'est ceux de Finn Gapel. Vous voyez, donc chaque architecte a gardé sa manière de concevoir. Donc il y avait l'idée d'avoir une sorte de résonance avec l'architecture haussmannienne qui est faite d'un seul matériau, la pierre. Là, on l'a fait tout en aluminium, soit oxydé, perforé, plissé, et avec de l'aluminium recyclable. Ce qui permet, d'un point de vue, on va dire, carbone, de recycler,
d'avoir en bilan carbone quelque chose de bien meilleur. Et puis d'avoir une durabilité de matière. Je passerai tout de suite au Black Swan, qui est, alors là, c'est à peu près la même taille, 30 000 m², mais cette fois-ci, je ne l'ai pas fait avec d'autres architectes, je l'ai fait seul. C'était un concours qui, normalement, on aurait dû être 3 architectes au final, mais en fait, j'avais fait un projet complètement théorique et je ne pensais absolument pas gagner. Je disais qu'il fallait absolument avoir un sorte de changement de paradigme, en sens que ce n'est pas le bâtiment qui en soi une destination, c'est de pouvoir installer le temps long dans la ville. C'est-à-dire qu'on en a parlé, vous en avez parlé. La question de la programmation, elle est difficilement, et ça peut-être que vous pourrez en parler, prédictible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre des bureaux, là c'est une opération mixte à l'origine, bureaux, logement étudiant, résidence-service, commerce. Et l'opération a changé au moment du concours et de la réalisation de plus de 50%, ce qui est juste énorme. Et donc, moi, voyant en fait que dans toutes les régions de France, on faisait toujours la même chose, on construisait, on déconstruisait. Le bilan carbone, c'est absolument une tuerie. C'est-à-dire que chaque bâtiment qu'on détruit, ça veut dire 10 ans ou 15 ans de la vie énergétique d'un bâtiment. Donc, moi, il me semble, justement, la question de la prospective, c'est aussi réfléchir sur le fait que si on pense de nouveaux bâtiments, il faut absolument penser à ce qu'ils seront dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 100 ans, 200 ans, et qu'on soit dans cette problématique identique à ce que Haussmann a fait à Paris ou dans d'autres villes où on a ce type d'architecture qui s'installe dans la durée. C'est-à-dire que là, il n'y avait pas l'idée de dire qu'on va faire des bureaux qui ont des têtes de bureaux ou des logements qui ont des têtes de logements. C'est surtout qu'est-ce qu'il y a en commun entre les uns et les autres. Là, en l'occurrence, c'était un site industriel. Donc, on ne prend pas sur les terres agricoles, on restructure la ville sur elle-même. Il s'agissait de relier le centre de Strasbourg avec Kiel, c'est-à-dire la ville allemande à l'ouest, et de créer une opération urbaine qui s'installe dans une sorte de résonance par rapport au contexte. Donc l'écriture est, on va dire, à des résonances industrielles, parce que longtemps, ça a été un site industriel. Et on voit les bâtiments en second plan, ils sont eux-mêmes, quelque part, dans cette certaine linéarité. Ce que j'ai voulu travailler en fait dans le dispositif, c'est de pouvoir dire qu'en travaillant un peu comme ce Roteuil sur la question de la rationalité constructive, d'une certaine capacité à s'adapter climatiquement à une situation. Là, on se trouve à Strasbourg, donc je fais des bâtiments plutôt épais, parce qu'il fait plutôt froid en hiver et très chaud en été. Donc des bâtiments épais qui génèrent une inertie thermique. Des balcons viennent lasser complètement les façades. Donc quand il y aura des changements d'usage, ça ne portera pas préjudice à la ville. Et j'apporterai pour autant la possibilité d'offrir à chaque logement des espaces extérieurs. Et des espaces extérieurs qui seront utilisables parce que chacun aura la possibilité, parce que les marquises que vous voyez là sur la droite sont mobiles. Donc pour des questions d'intimité ou pour des questions de protection solaire, tous les espaces sont utilisables. Donc là, l'opération est livrée maintenant depuis 2 ans et demi. Il n'y a pas un stockage sur les balcons. Et quand bien même, comme il y a de toute façon une sorte de mouchard à biais, on ne voit pas depuis l'extérieur ce que font les gens. Donc je pense que la question de donner envie de la superposition et de la densité, justement par une qualité d'interface entre l'espace intime et l'espace extérieur, la possibilité tout simplement d'avoir des espaces où on a une autonomie de fonctionnement est assez déterminant. Alors, à partir de là, moi j'en fais une sorte de corollaire en fait d'une certaine flexibilité. C'est que je pense qu'on n'a pas à dissocier, en fait, comme je vous le disais, vous voyez, il y a des bureaux, là, il y a un plan de bureau. Je ne sais pas si ça se voit là. Ouais, voilà, là où il y a ma flèche. Ça c'est le plan de bureau, ça c'est le plan d'hôtel, et ça c'est c'est plutôt ça, c'est le plan de logement, et ça c'est le plan d'hôtel. Donc c'était l'idée d'avoir la possibilité, parce qu'il y a une hauteur un peu plus grande de dalle à dalle, parce qu'il y a une trame identique, et donc qui est compatible avec les réglementations logement, les réglementations bureaux, etc. Des mesures conservatoires dans le noyau central, un plan libre
avec la possibilité donc du coup d'avoir des cloisonnements qui évoluent dans le temps, aucun porteur transversaux, et la possibilité d'avoir toujours des espaces extérieurs pour tous, ce qui permet de réguler climatiquement l'ensemble. Donc voilà, c'est un peu les 5 points que je pratique sur beaucoup d'opérations, notamment pour penser cette réversibilité dans le temps. Ça sera autre chose. Voilà. Donc la réversibilité plutôt que la flexibilité. La réversibilité, parce que je pense que la question du programme, de l'usage, dans toutes les villes d'une certaine densité ou des villes moyennes, se pose. C'est-à-dire que même l'évolution d'un quartier à 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y a vraiment une mutation. Et même, je pense qu'il faudrait faire évoluer les réglementations pour qu'on puisse superposer même des fonctions, ce qui permettrait d'avoir des investissements beaucoup plus efficaces, c'est-à-dire qu'on éviterait, notamment autour de Paris, il y a plus de 4 millions de mètres carrés vides, simplement pour des questions de vacances ou d'inoccupation partielle, simplement parce qu'il vaut mieux pour des investisseurs, quelquefois, garder en portefeuille des immeubles vides que de les transformer. Donc là, il y a quand même bien une problématique de réglementation, d'incitation, qui ferait qu'au lieu de construire plus, on transforme. Donc on rend réversible. Donc c'est l'architecte qui propose ça et vous, le promoteur. Le promoteur n'est pas investisseur, donc effectivement, il faut bien le proposer à l'investisseur, je suis d'accord avec vous. Inventer de nouvelles stratégies et sortir des modèles. Donc voilà le thème de la question qui nous était posée. Je me présente, je suis donc Tristan Rivet, directeur général d'Eden Promotion, et c'est une très bonne question. Et en fait, cette question est à la genèse même de la création de l'entreprise. Nous étions un noyau dur de 4 ou 5 responsables de programme à avoir tous eu une vie précédente de promoteurs immobiliers, et dans un système, d'un autre point de vue, à bout de souffle économique, crise 2008, et de sens, on a décidé de repenser, de se faire la promesse de travailler autrement. Donc c'est une forme de profession de foi, c'est un petit peu holistique comme vision des choses, mais une profession de foi sur comment pourrions-nous travailler autrement et travailler ensemble autrement. Donc engagé, éco-responsable, ancré sur un territoire de La Rochelle. On s'est spécialisé dans la création et la conception et la création de logements à vocation, forte vocation environnementale. Cette naissance s'est accompagnée aussi de l'intégration d'un bureau d'études, Atmosphère, à vocation environnementale également, qui est toujours la tête pensante de l'entreprise et qui nous accompagne dans toutes nos réalisations pour porter toujours plus haut, plus loin les notions de qualité d'environnement. Donc, dans cette feuille de route, assez rapidement, on a décidé de faire des logements décarbonés. En fait, l'histoire n'a pas tout à fait commencé comme ça, mais on a commencé à mettre en œuvre des énergies renouvelables. Donc, dans ce parcours initiatique, on est rentré dans un groupe de pensée qui s'appelait le cluster éco-habitat, qui maintenant, dans notre région, s'appelle le ODIS. Il y a le pendant ici qui existe. Et donc une communauté de personnes, une communauté de valeurs travaille au quotidien avec cette ambition. Aujourd'hui, Eden, c'est 35 personnes. Un statut assez particulier parce que les salariés de la première heure sont aujourd'hui des associés. Et parmi ces 35 personnes, une vingtaine sont également associés de l'entreprise à divers niveaux et dans diverses formes d'implication, et aussi bien dans le comité de direction que différents comités de pilotage de projet. Donc voilà, vraiment un fonctionnement très, très collaboratif. J'ai voulu rappeler la définition de ce que c'était qu'une stratégie. C'est l'art d'élaborer un plan d'action coordonné. Et on peut donc se poser la question, est-ce qu'on a vraiment besoin d'inventer de nouvelles stratégies ? Moi, je pense que la réponse, c'est oui. On en a pour preuve aujourd'hui l'état de notre planète et donc ce qu'on a fait de ces années. Donc oui, on a vraiment besoin d'inventer de nouvelles stratégies pour être en phase. Et c'est vraiment sur quoi je voulais revenir, sur les fondements de notre entreprise et comment ça se décline. Les 3 préceptes, vous les connaissez, éviter, réduire, compenser. De notre point de vue, on prend des décisions un peu engageantes, on évite de faire des choses. Donc on évite de faire du lotissement, typiquement. Consommation de surface, étalement urbain, ça on ne fait pas. Il y en a d'autres qui le font, très bien, je ne juge pas, mais nous on ne fait pas.
on ne fait pas de diffus non plus, de prospection dans le diffus. Alors, prospection dans le diffus, c'est un terme technique de promoteur. Ça consiste à faire de la surenchère foncière pour acheter un foncier, être le dernier, le mieux disant, le plus disant, et construire sur ces fonciers-là. Nous, on ne fait pas. On ne fait pas avec la conviction que l'argent, on ne peut pas le mettre deux fois. On ne peut pas le mettre une fois dans le foncier, une fois dans le projet. Alors, on ne fait pas, on a la chance de pouvoir faire autrement. Je dirais qu'à Nantes, tout particulièrement, vous avez la chance de pouvoir faire autrement. Il y a une grosse politique de mise à disposition de foncier à travers les aménageurs. Nous, sur la communauté sur notre département, La Rochelle, c'est moins marqué sur la partie aménageur. En revanche, on a l'établissement public foncier qui est extrêmement actif. Également dans la Nouvelle-Aquitaine, il y a aujourd'hui de plus en plus de consultations. Et l'avantage indéniable de ces consultations, c'est que les charges foncières sont connues. Et dès lors que la charge foncière est connue, on part tous avec la même équation et en fait que le meilleur projet gagne. Et donc c'est vraiment un parti pris, je dirais, stratégique et d'engagement de notre entreprise. La deuxième chose, réduire. Le deuxième volet de notre stratégie, réduire. Nous, ça s'est traduit par réduire principalement notre empreinte carbone. Donc, on se plaisait à se définir comme étant un promoteur avec une énergie d'avance quand le BBC n'était pas encore réglementaire. On a fait le premier collectif BBC de Poitou-Charentes. Alors, j'insiste, les bailleurs sociaux ont toujours eu la réputation d'être exemplaires et en cela, les bailleurs sociaux ont fait des bâtiments BBC bien avant nous. Mais quoi qu'il en soit, pour une petite structure qui, en 2010, comptait 5 personnes, on faisait un bâtiment BBC. Et voilà, en général, on appréhende tous la nouvelle réglementation thermique avec de la peur du changement, en traînant les pieds, parce que ça va changer les habitudes, ça va coûter cher. C'est vrai, on a la vice-présidence de la FPI et c'est vrai que c'est comme ça que les promoteurs apprennent la question. De manière un peu militante et provocatrice, je dirais que les réglementations thermiques ne vont malheureusement jamais assez loin. On a fait de la préfiguration avec des bâtiments E+C- avant que la RE 2020 sorte, avec 2 bâtiments en Nouvelle-Aquitaine qui étaient sur 5. Il y avait 5 préfigurateurs E+C-, et nous on avait 2 bâtiments de logement qui étaient déjà dans cette réglementation, qui ont finalement été labellisés E3C2. Quand la réglementation RE 2020 est sortie, ça a été un peu la douche froide. Finalement, on a reporté non pas à 2020, à 2022, et encore le premier étage de la fusée, c'est plutôt du E3C1, grand maximum en équivalence. Donc voilà, moi personnellement, je trouve que ça ne va jamais assez loin. Et on a des moyens, parce qu'on se confronte à une réalité qui est de vendre. Donc on sait faire des logements performants, on sait faire des logements que les gens savent acheter, dès lors qu'on se retrouve dans un environnement où il y a une volonté politique, notamment de freiner la surenchère foncière. Et du coup, même si les logements sont toujours trop chers, ils ne le sont pas du fait du foncier. Le dernier étage de la fusée, c'est compenser. Parce que réduire, ça ne suffit pas. Il faut également compenser, du moins pour l'instant. Peut-être que dans 20 ans, la question se posera différemment. Mais aujourd'hui, il faut toujours compenser. Donc compenser, c'est planter des arbres. Hein. Enfin, du moins, c'est comme ça qu'on l'appréhende. Donc, dès la genèse de l'entreprise, on s'est inscrit dans un collecteur qui est le 1% pour la planète, qui est une action locale à La Rochelle qui est portée par Léa Nature. Et en gros, 1% du chiffre d'affaires de l'entreprise doit être ou est reversé, un minimum, c'est un minimum de 1%, est reversé dans une association qui possède un rescrit fiscal. Enfin bref, on est sur un mode associatif pour pouvoir bénéficier d'une défiscalisation, qui est une incitation. Hein. Donc 1% du chiffre d'affaires est donc reversé à une association, et on a créé une association que l'on a localisée en ce qui nous concerne à Madagascar, et à travers cette association, on plante des arbres. On plante des arbres, on plante des milliers d'arbres, on plante même des millions d'arbres, et en fait, c'était notre façon de compenser massivement l'activité, parce que, pourquoi Madagascar ? Parce qu'en fait, on ne va pas se mentir, hein, ça coûte 10 à 15 fois moins cher de mettre des arbres, et finalement le résultat est le même. Le CO2, qu'il soit séquestré ici ou là-bas, c'est le même CO2. Accessoirement, et ce n'est pas des moindres, c'est dans une association qui les coupe, les replante, se chauffe, se nourrit. Bref, ça contribue à une économie locale de survie aussi pour les populations. Donc voilà, c'était notre choix je dirais de stratégie. Éviter, réduire, compenser, voilà les 3 fondements de l'entreprise.
Alors, c'est vrai que petit colibri que nous étions, on était très fiers de ce qu'on faisait. Pour autant, on est quand même allé chercher des distinctions parce qu'il faut quand même savoir où on en est. Donc, ça s'est traduit de plusieurs façons. La première, c'était une labellisation systématique de tous nos projets, un partenariat avec Promotelec. Et donc, de manière systématique, on faisait labelliser tous nos projets. Donc, BBC avant l'heure, BPOS en 2012, tous les labels habitat respectueux de l'environnement dans les années 2015-2016. Donc, c'était l'argumentation qui devait préfigurer la RE 2020. Ça s'appelait HR 2020 pour Promotelec. Ça avait d'autres noms chez d'autres. Plus récemment, dans les années 2018-2019, donc les premiers bâtiments E3-C2, là, la réglementation, pour ceux qui ne connaissent pas, E+, C-, E pour énergie, il y a 4 niveaux, 1, 2, 3, 4. C pour carbone, il n'y a que 2 niveaux, et c'est bien le problème, puisqu'en fait, il y a un gap intersidéral entre le C1 et le C2, et ça le reflète ou logarithmique, je ne sais pas comment le définir, monsieur Brère le dirait sans doute mieux que moi, mais en attendant, voilà, on a commencé d'un côté à labelliser tout ce qu'on faisait, et de l'autre côté, à aller chercher des distinctions, notamment à travers la FPI, avec les fameuses récompenses qui priment tous les meilleurs projets. Alors c'est au stade DROC, déclaration réglementaire d'ouverture de chantier, donc en général, ce sont des projets qui sont en cours de réalisation. Et donc, de manière quasi systématique, sur Bordeaux, on avait la chance de gagner la pyramide bas carbone. Je crois que le cumul, ça doit être 14 pyramides régionales, 10 pyramides régionales et 4 nationales en l'espace de 8 ans. Donc voilà, c'était aussi une façon de s'afficher et puis de convaincre les gens sur notre capacité à faire. Et c'est important parce qu'en fait, les premières années, on ne va pas se mentir, les premières années où on faisait des bâtiments extrêmement performants, on ne les vendait pas plus cher, ils nous coûtaient plus cher. Donc derrière, il y a tout un modèle économique. Le modèle économique, c'est quoi? C'est revoir ses marges, c'est inventer des nouveaux modèles, des nouvelles stratégies, je vous en parlerai plus tard. Et c'est aussi faire appel à des subventions. Et les subventions, faut démontrer que ce soit au niveau de la région, au niveau national, s'inscrire dans des plans, les plans FEDER, les plans de l'ADEME, des choses comme ça. Et ce sont des choses qui sont là pour promouvoir les innovations dans le but d'être dans la réitération. C'est-à-dire que la première fois qu'on met en œuvre une innovation, eh bien, finalement, on est accompagné. La fois d'après, on ne l'est pas. Et pour autant, la force est de constater que des innovations, des projets qui étaient innovants en 2010, on continue à en faire en 2012, en 2020, sur des modèles, je dirais, des solutions environnementales similaires. Donc voilà, toutes les vertus un petit peu de ces systèmes-là que met en place l'État, c'est d'inciter à faire mieux. Je vous ai mis un petit rappel d'où on était, si des fois il y a des consultations à venir, Bordeaux, Royan, La Rochelle et puis la région Vendée. Construire la ville autrement, c'est une stratégie. Alors en fait, on oppose souvent la maîtrise d'ouvrage avec la maîtrise d'œuvre. Il faut savoir qu'en France, on a un modèle qui est très spécifique. Le promoteur ne peut pas être réalisateur. Et donc, du coup, on se retrouve avec 2 catégories. On se retrouve d'un point de vue juridique avec le promoteur, le donneur d'ordre, comme c'est souvent présenté, et en face, la maîtrise d'œuvre, la conception, l'architecte en premier lieu, mais accompagné d'un tas de bureaux d'études. C'est une réalité du statut juridique dans lequel on navigue. Pour autant, ce n'est absolument pas la vision que nous avons dans notre entreprise. Je dirais plutôt le travail entre l'architecte, les bureaux d'études et le promoteur. Je ferais plutôt la métaphore des organes. On travaille ensemble. Il n'y a pas un organe qui commande l'autre, mais plutôt un travail collaboratif. Quand il y en a un qui est malade, on est tous un peu malades. Quand il en manque un, on a une espérance de vie qui est réduite et notre projet est tout pareil. Donc on travaille vraiment ensemble. Et comment ça se caractérise? Typiquement, on pose la question de la commande. Oui, je commence par envoyer un email à un architecte en lui proposant une programmation. Très vite, derrière, il y a une première réunion avec une équipe qui est constituée à peu près en phase avec la programmation qui est envisagée. Et là, c'est là que commence le dialogue autour de « mais c'est pas la bonne programmation, c'est plutôt ça qu'il faut faire. Est-ce que tu as pensé à ça? Tiens, est-ce qu'on rajouterait pas, est-ce qu'on va travailler sur des usages? Est-ce qu'on rajouterait pas une assistance à maîtrise d'ouvrage ?» Et enfin, une fois que ce travail est fait, le cahier des charges est
et donc proposer, et on part sur une contractualisation, parce qu'il faut quand même un cadre juridique dans notre activité, on part sur une contractualisation. Mais j'insiste bien sur le fait que ce qu'apporte avant tout le maître d'ouvrage, c'est une forme d'ingénierie financière. La programmation ne nous appartient pas. Alors en plus, travaillant sur des concours, en général, on répond à une commande, mais au-delà de ça, la programmation, c'est bien quelque chose qui est co-construit. D'ailleurs, pour aller plus loin, on a plus récemment intégré un collectif qui s'appelle Urbagenèse et en fait qui est constitué de maîtres d'ouvrage, de maîtres d'œuvre, de bureaux d'études, d'exploitants de tiers-lieux, et avec la volonté de proposer une alternative à ces modèles en disant la ville de demain, elle ne répond pas à une commande, la ville de demain on la construit ensemble, la ville de demain on souhaiterait nous se présenter aux collectivités en leur disant... Le fantasme, c'est de travailler sur une feuille blanche, mais de se présenter en disant on travaille ensemble, et ce n'est pas un travail séquentiel en silo avec une intention politique, et puis derrière des mois et des années d'études, des appels d'offres pour trouver qui va faire la conception, et puis après un cahier des charges, et après une consultation, et après une réponse, et entre les deux, il s'est passé 15 ans, et entre les deux, la réponse n'est plus adaptée à la question qui était posée 15 ans avant. Donc voilà, il y a des modèles encore à faire évoluer. Tout ça, c'est un peu verrouillé par des questions de commande publique et d'habitude de travail. Mais il reste des possibilités de travailler autrement. Je vous disais, notre stratégie, c'était de répondre à ces concours. Et c'est pas forcément linéaire ma démonstration, mais ce travail, il est itératif dans l'entreprise, il est itératif avec les partenaires avec lesquels on travaille. C'est la volonté d'être toujours plus exemplaire, toujours plus performant. C'est la volonté d'être dans l'expérimentation. Alors l'expérimentation, ça ne veut pas dire n'importe quoi, parce que je rappelle que derrière, il y a des gens qui y habitent, qui vont y habiter pendant 40 ans, 50 ans. Et donc... Mais c'est une volonté d'explorer, de défricher des nouvelles voies. Un des axes importants parmi les nouvelles stratégies, du moins, il faut quand même remettre Big Ben au milieu de la Tamise, on construit du logement pour que des gens y habitent. Et nous, notre cible, avant tout, puisqu'on parle de cible, 50% de notre production, c'est du logement social. Donc, et la chance qu'on a quand on fait du logement social, c'est qu'en face, on travaille avec des bailleurs qui représentent leur communauté. Un bailleur comme Aquitanis, c'est 20 000 logements. Un bailleur comme l'OPHLM de La Rochelle, c'est 8 000 logements. Ce sont des gens qui représentent une communauté. On n'est pas sur une interface avec un commercialisateur qui, lui, va simplement représenter ce qu'il est capable de vendre. On est bien sur des gens qui sont là pour exprimant les besoins d'une communauté dans laquelle on peut s'inscrire, parce que finalement, on parle bien de la population. Donc voilà, notre cible principale, ou de fait à travers les consultations, c'est le logement social. Le deuxième cible, bien évidemment, c'est tenter de vendre du logement moins cher, du logement dit abordable. Une des réponses qu'on a proposées, nous, pour vendre du logement plus abordable, ça a été le volume capable. Alors, le volume capable, qu'est-ce que c'est ? C'est, d'un point de vue technique, un logement qui répond aux contraintes, je dirais, de la vente en état futur d'achèvement, c'est-à-dire respectant toutes les normes, mais qui, dans le même temps, permettra à l'occupant de doubler, tripler, voire quadrupler sa surface, et ce, dans le même volume, puisqu'on habite des volumes avant tout, de doubler, tripler, quadrupler sa surface au gré de ses moyens financiers, au gré de l'évolution de son foyer. Donc voilà, c'est une des réponses qu'on a réussi à apporter. Alors c'était une innovation qui était chère à la mairie de Bordeaux, puisque Madame, pour ceux qui connaissent, Michel Charlu, était à l'initiative de ce modèle-là, et ça a été notamment mis en place sur les quais de Brazza, donc dans le cadre de Bordeaux 2050. Mais voilà, c'est une des innovations qu'on a souhaité mettre en place. Il en existe plein d'autres et on n'en est pas détenteur. Il y a quelqu'un qui a parlé tout à l'heure du démembrement entre le foncier et l'immobilier. Clairement, le BRS, les OFS, les organismes fonciers solidaires, le bail réel solidaire, tout ça sont des évolutions, des nouveaux modèles qui doivent sortir, qui doivent permettre, qui sont déjà en place sur Bordeaux, mais qui sont encore que des acronymes barbares sur des communes ou des territoires comme La Rochelle, et j'en passe. Mais ce sont des choses qui permettent aussi de faire baisser le prix du foncier et donc de baisser le prix du logement.
Un autre axe important, c'est le vivre ensemble. La sobriété, je voulais faire un mot tout à l'heure. En fait, on parlait des mètres carrés des logements et des surfaces. Moi, je me rappelle d'une conférencière, j'espère que je n'ai pas écorché son nom, qui s'appelait Sonia Lavadido, je crois, une personne d'origine suisse qui donc a été bercée par des modèles comme Fribourg et autres, et qui met en avant que finalement, on aspire tous à des mètres carrés. On aspire tous à des mètres carrés statiques, qui ne sont pas générateurs de vie, qui sont au mieux un signe extérieur de richesse, mais en aucun cas des générateurs de vie. Et tout mètre carré de plus dans un logement, c'est un mètre carré de moins dans le logement d'un côté. C'est comme ça qu'est conçu le rapport à la propriété. Or, le vivre ensemble, le logement, l'habitat partagé, c'est vraiment... C'est pas simple, mais c'est un peu l'antithèse de ça. C'est pourquoi est-ce qu'on vivrait plus, est-ce qu'on vivrait mieux avec une chambre de plus, une chambre qu'on utiliserait une fois par an, ou est-ce qu'on vivrait mieux avec un habitat partagé à plusieurs, avec cette chambre qui ferait l'objet d'un règlement d'usage et qui nous permettrait, nous, finalement, de vivre mieux parce que, quelque part, on aurait plus de moyens pour acheter son logement puisqu'on n'aurait pas à acheter, on achèterait ce logement au tantième, dans un mode de répartition à définir. Et donc, clairement, c'est une première façon de se poser la question du vivre ensemble et de la sobriété des mètres carrés consommés. Une autre façon, c'est l'intensification des usages. Qu'est-ce que c'est ? Vous l'avez dit, vous avez cité Grisot. Grisot, il dit qu'il y a 10% à peu près, ou 10% du temps d'un immeuble qui est non occupé. Alors, c'est les pieds d'immeubles détenus par des foncières à Paris, mais pas que, ou peut-être avant même de lancer un projet immobilier, finalement, l'urbanisme de transition, c'est quelque chose qu'il faut appeler pour plein de raisons, parce que ça permet de faire vivre un lieu, que ce soit pour faire des champignonnières, comme disait Grisot, que ce soit pour faire une halle gourmande, que ce soit pour loger des gens via des associations type 115 et autres. Mais il n'y a pas que de l'économie solidaire ou circulaire. Le vivre ensemble, c'est vraiment véritablement une méthode pour faire preuve de sobriété à court terme et à moyen terme sur ce que l'on développe. Donc voilà, l'habitat participatif, c'est une des réponses. Alors j'en avais peut-être noté d'autres, mais comme je n'ai pas mes notes... Nous sommes proches de 17 heures, qui voilà. était l'horaire imparti si on veut garder un tout petit peu de temps de débat. Donc, deux visions de la prospective. La prospective qui, reconnaissons-le tous... Oui, je vous ai vu. Est un exercice immensément difficile puisque plus nous roulons vite, plus nos phares devraient porter loin. Le problème, c'est que c'est rarement le cas. Et donc deux tentatives. Une tentative autour de la sobriété énergétique, si j'ai bien condensé votre propos, et puis autour de la réversibilité de l'autre côté. Et déjà une question en face. Alors, si on pouvait vous apporter le micro. On a là. Alors. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien ? Oui. Okay. Alors d'abord, merci à ceux qui ont suivi la première table ronde d'avoir rappelé que construire c'est polluer, mais détruire c'était polluer aussi. Ensuite, j'avais donc deux questions, trois. Deux pour Anne Démian et une pour Tristan Rivet. Alors d'abord. Mais on ne s'est pas parlé avant. Je veux oui. dire, c'est spontané. Je sais pas. Oui. La première question était donc une question personnelle et très générale qui concernait la notion de standardisation, c'est-à-dire que vous insistez sur le fait que ça puisse être réversible, que ça puisse être réemployé, et quelle est votre vision par rapport au fait que du coup ça doive partiellement, en tout cas dans ce que vous présentez aujourd'hui, être standardisé et donc maintenir une forme d'industrialisation. Et la deuxième question, qui était une question que j'ai entendue émerger autour de moi parce que vos projets ont pas mal plu au moment où vous les avez présentés, donc qui était un peu plus général et très précis sur un point, sur le prix au mètre carré de votre tout premier projet. Hors taxe, on m'a précisé. Voilà. Et la question pour Monsieur Rivet, qui était, je ne peux pas ne pas réagir à la partie compensée que vous avez présentée, puisque planter des arbres ou investir dans des projets écologiques, ce sont aussi les arguments qui ont été utilisés, alors dans des proportions tout à fait différentes, je suis d'accord, pour les bâtiments de la Coupe du Monde au Qatar, par exemple.
Ça pose une question qui est celle de, aujourd'hui, si on construit un bâtiment donc, en métal et en béton, où on va utiliser l'industrie minière, qui est une des plus polluantes au monde, avec production d'autres rejets qui ne sont pas exclusivement le CO2, qui sont aussi des eaux polluées, des terres intégralement polluées, de la destruction de paysages, et ainsi de suite, et qui se passe essentiellement dans les pays du Sud. Et puis du béton, on va utiliser plein de solvants et puis du sable. Mais qu'on compense en plantant des arbres dans des pays du Sud aussi, alors pas forcément les mêmes. Est-ce que vraiment ça fait sens? C'est-à-dire, j'entends que les personnes des pays du Sud aient potentiellement besoin de ces arbres, mais est-ce qu'il fallait attendre qu'on construise des bâtiments chez nous pour planter des arbres chez eux? Voilà. Alors, lequel de vous deux veut répondre, le premier ou la première? Bon, on va prendre dans l'ordre des questions. Les questions. Moi, je veux bien qu'on remette, si possible, les... J'ai tout noté, les questions. C'est notamment... Oui, je vais le faire. Alors, votre question, c'était déjà sur la standardisation, l'uniformisation, etc. Et je suis très contente que vous posiez la question, parce que je pense qu'il y a justement un rapport entre l'échelle de la ville et d'un bâtiment, et qu'il y a aujourd'hui une sorte de... Pas aujourd'hui, depuis quelques décennies, cette idée partagée que la ville se faisait sur, en fait, avec plus de diversité il y a dans une ville, mieux ça se passe. Alors qu'en réalité, on détourne la problématique de l'ancrage par rapport à un site donné. C'est un peu, si vous voulez, si on faisait un peu une sorte de perturbation pour qu'au final, on ne pense pas sur les vraies questions. Et donc, je pense que la question de l'ancrage territorial est essentielle, et encore plus que jamais. Là, on est à Strasbourg, on est sur un ancien site industriel. Ce que j'ai voulu faire, justement, et je pensais réellement ne pas gagner, j'étais face à Saarbrücken, face à MVRDV, Jacques Ferrier, Gugger, donc des architectes, en fait, qui très, très en vogue, en fait, qui avec beaucoup de, on va dire, de maestria sur la capacité de créer de l'architecture. Et moi, j'ai simplement dit, attention, dans 10-15 ans, vous ne savez pas ce que vous aurez sur le site. C'est quoi la nature réelle du site? C'est c'est quoi le continuum? Est-ce qu'on va traumatiser éternellement Avant, il y avait des bâtiments industriels, et dans 20 ans, il y aura peut-être autre chose, etc. Et c'est quoi, en réalité, la dimension poétique de ce site? C'est-à-dire que, bon, il se trouve qu'autour, il y avait des signes blancs. Quand je suis arrivée sur le site, et j'ai bien vu que la question de l'eau était fondamentale. Donc, la question des signes de l'eau, etc. Donc, je fais des black swans. Parce que je pensais que c'est super important, et c'est ce qu'il y a de plus fondamental en architecture, c'est révéler la dimension poétique sous-jacente d'un site. Et là, on commence à faire citer. C'est-à-dire que j'ai créé un lien. D'ailleurs, maintenant, quand on demande à n'importe quel taxi, on va au Black Swan, il ne sait pas le nom de la rue, mais il va au Black Swan. Donc, il y a le film d'Aronofsky, c'était les Black Swan, donc un film très romantique. Et il y a eu une sorte d'adhésion. C'est-à-dire, bon, vous dites, ah ouais, mais juste un nom. Non, c'est pas qu'un nom. C'est-à-dire qu'il a vraiment, vous voyez, il y a 3 tours, en fait, qui sont prolongées par des corps. Et ces tours, je les déplace les unes par rapport aux autres, pour pas qu'elles portent l'ombre l'une à l'autre. Je compte plus sur la variation de la volumétrie que sur me dire, ah ouais, là, je vais faire un peu jaune, un peu vert, un peu perforé, un peu lisse, voilà. Et bon, ça, c'est l'ancrage par rapport au site. Et après, la question de l'industrialisation. Eh bien, justement, moi, je pense que l'industrialisation, c'est pas forcément, on va dire, le corollaire immédiat de la standardisation à l'échelle territoriale, mais peut-être l'industrialisation à l'échelle de l'économie d'un projet. Ça permet, si vous avez l'occasion d'aller en face, vous verrez des projets à même prix coût construction, parce que vous me posez le prix, c'est 1 800 € du mètre carré. Vous traversez la rue en face, à 1 800 € du mètre carré, il n'y a pas de balcon extérieur et c'est en enduit. C'est vrai, je suis passé l'autre jour. C'est le même prix. Donc, à un moment donné, je dirais que c'est là où, quelquefois, bon, je ne sais pas si vous connaissez Philippe Pelletier, mais il exhorte les architectes à se positionner sur ces questions environnementales.
Et là, quand en fait je fais un bâtiment épais, déjà je crée en fait la juste mesure du rapport à la façade, c'est-à-dire des perditions thermiques, par rapport à la réalité du climat. Donc j'ancre territorialement encore les éléments. Autre élément, les marquises. Ça permet de réguler en fonction des apports de chaleur la régulation du bâtiment. C'est éminemment un régulateur passif du dispositif. Donc, est-ce que réellement il y a une standardisation aveugle au sens on fait baisser la qualité du logement ou on se pose la question de l'économie du projet pour redonner de la valeur, pour inscrire le bâtiment dans une plus grande durée? Et la question, du programme, moi je suis très à l'aise avec ça, hein. C'est-à-dire qu'on sortira de ces questions de programmation que quand on considérera qu'il faut arrêter de faire des logements à 2,50 m de hauteur, qu'il faut les faire à 3 mètres de hauteur et que ça ne coûte pas plus cher, et que le rapport à la lumière, il est valable pour le social et pour l'accession, et que c'est que par justement cette réappropriation de l'industrialisation, mais au sens noble, c'est-à-dire qu'on va plus loin sur des dispositifs passifs. Vous voyez, sur Auteuil, c'était pareil, on était aussi à 1 800 € du mètre carré, on était assujetti au prix de Paris Habitat. C'est-à-dire que c'est Paris Habitat qui était l'aménageur en fait du site et qui a donné un peu le budget global. Alors après, là où Paris Habitat a fait une opération extrêmement fructueuse, c'est qu'ils ont vendu le foncier au privé beaucoup plus cher. Donc ce qui fait que ça a payé la partie sociale et que même ils ont valorisé par une qualité de plus grande qualité à terme leur possibilité de vendre cette opération, je ne sais pas, dans 15-20 ans, et de pouvoir faire beaucoup d'opérations de logements sociaux. Donc il y a quand même cette idée que la standardisation, mais ça dépend à quelle échelle. À l'échelle d'un quartier, je pense que c'est même... et souvent, ce qui est reproché dans l'architecture contemporaine, c'est d'être identique au nord, au sud et à l'ouest. On fait des quartiers nouveaux qui sont tous remarquables pour leur diversité. Mais est-ce qu'ils sont remarquables par leur capacité à révéler un site ou un climat, et sans tomber dans le régionalisme? On ne va pas faire au sud des tuiles canal. Il y a eu une évolution en fait dans le bâtiment, mais qu'on arrive à retrouver une sorte de plasticité vraiment liée à une situation et de prospective liée à tous ces paramètres. Je pense que c'est souhaitable. Bon, donc voilà, on a eu le prix. On a eu le prix, la question que vous posiez. Alors, si je puis me permettre, en fait, je montrerai dans l'autre sens. Mais si je me permets, je ne suis pas architecte. En revanche, je suis passé l'autre jour, mais en tram, pas en taxi, parce que c'est aussi longé par le tram. Et le rapport d'échelle est beaucoup plus efficace, d'une certaine manière, avec ces bâtiments enduits dont vous parlez. Et alors, bon, les autres sont enduits, ok, tant pis. Mais au même prix, tout ça. Mais en termes d'insertion, il y a un rapport d'échelle tout à fait juste, enfin à mon sens, hein, vu du siège du tram tel qu'il m'a semblé. Voilà. Après, qu'il n'y ait pas de saloperie sur le balcon, je ne sais pas si c'est bon signe. Mais ça, je parle d'un autre point de vue. En fait, je pense que... oui, non, j'en bégaye parce que ça me paraît tellement réussi justement à ce niveau-là, c'est-à-dire que chaque mètre carré est utilisable. Oui. On ne stocke pas. Puisque, en fait, si on a envie de se mettre en chaise longue, en pâte vêtue, c'est possible. Oui. Ouais. Donc, pourquoi on gaspillerait? Donc, il y en a peut-être, mais on ne les voit pas, c'est ce que vous voulez dire. Le désordre? Oui. Là, vous n'en avez pas vu? Non. Mais j'aime bien en voir. Mais je sais que les architectes n'aiment pas en voir. Non, je pense que... Mais moi, j'aime bien en voir. Moi, je ne partage pas. Effectivement, alors là, c'est vraiment j'aime pas, ça je reconnais. Mais que je trouve que l'espace public n'appartient pas à tout le monde. Mais alors là, c'est un autre point de vue. Mais que ce soit qu'on ait le sentiment qu'un quartier soit vivant, notamment le rez-de-chaussée, il a double hauteur, vous n'allez pas savoir remarquer. Donc, ce qui fait qu'il y a une très grande agilité de commerce au rez-de-chaussée. Et en permanence, il y a du monde qui vient, qui part, etc. Donc c'est très habité. Le quartier est vivant de toute façon. Oui. Et après, que chacun... Parce que moi, ce que je cherche, là où je suis vraiment très militante, c'est qu'il faut arriver à considérer que la densité, c'est pas forcément mal, et avoir donné envie que des gens qui n'ont pas forcément envie de voir ce que leurs voisins ont acheté à Conforama dernièrement, puissent vivre en se disant, tiens,
chez moi, je veux justement, je sais pas, Oui, autre chose. mais des balcons profonds ou des terrasses, c'est aussi un usage. Et donc, c'est vrai que sur les balcons haussmanniens, on ne peut pas entasser grand-chose. Mais sur une loggia un peu profonde, c'est pas mal que des choses. Mais j'ai eu ce débat souvent avec les architectes sur des canisses, par exemple. Mais j'ai dit, mais c'est bon signe qu'il y ait des canisses, ça veut dire qu'au moins, ils sortent dehors. Non, moi je considère que l'architecte n'est pas allé jusqu'au bout de ce qu'il devait faire. C'est-à-dire assurer justement la possibilité que les gens ne soient pas vus sur leur balcon. Ah mais ça, là-dessus, je suis un peu... C'est un débat. Alors- Chacun. Et alors, Madagascar. Ouais, alors je vais répondre à la question. Il me semble que le logement est un besoin vital. Enfin, c'est provocateur, mais les jeux ne le sont pas. Effectivement, on ne va pas faire le procès du Qatar, mais je ne suis pas bien sûr que le Qatar soit véritablement neutre en énergie, en carbone, loin s'en faut. Donc voilà. Pour revenir sur le logement, la décarbonation, c'est un axe majeur. Mais il ne faut pas se mentir, il reste un résiduel. Donc, soit on fait le choix de ne pas faire de neuf, de ne faire que de la réhabilitation, et ça pose d'autres questions. Et dès lors qu'on fait le choix de faire du neuf, parce qu'il y a une commande, parce qu'il y a un besoin, il y a tous, comme je l'évoquais, cette stratégie. Donc, je ne sais pas de quelle nature était exactement la question par rapport à ça, mais Est-ce bien raisonnable? qu'est-ce qui est raisonnable? De planter à Madagascar ou de construire? De planter à Madagascar. Ah ben, ça l'est beaucoup plus qu'ici. Hein. Ça l'est beaucoup plus qu'ici parce que les arbres, je ne les emmène pas là-bas, ils sont déjà. Aujourd'hui, je plante 20 arbres là-bas, là où j'en planterai un ici, clairement. Donc ça veut dire que le bilan carbone est 20 fois meilleur, ça veut dire que le bilan pour la planète est 20 fois meilleur. Par contre, ce n'est pas un sésame pour faire n'importe quoi, loin s'en faut, c'est bien le 3e étage de la fusée. Les réglementations ne sont pas assez contraignantes, clairement. Regardez, je vais refaire un tout petit peu d'histoire. Ah non, En 2009, on considérait que quand vous sortiez 2,56 kW de la centrale nucléaire qui est à 80 km d'ici, il ne vous en restait qu'un seul au robinet chez vous. En 2009, on considérait que quand vous sortiez 1 kW au Qatar, vous aviez 1 kW qui était dans le robinet ici. Voilà. C'est ça la réglementation thermique en France. Toute l'hypocrisie du système. Maintenant, le discours, c'est de dire que le gaz est vert, alors que le gaz vert pèse au mieux 1%. Donc clairement, et vous, en tant qu'architecte, vous devez connaître le poids carbone de votre conception. Vous devez savoir ce que c'est qu'une analyse en cycle de vie. Vous devez connaître, je ne vous demande pas de connaître par cœur les fiches FDES, mais le certificateur derrière n'est pas quelqu'un qui enquiquine, c'est quelqu'un qui accompagne. Et donc, vous avez la responsabilité du trait de crayon. Vous avez la responsabilité de faire du beau, de l'usage, mais également du poids carbone, mais également de l'usage. Et donc voilà, donc, le mieux que je puisse vous souhaiter, c'est d'être accompagné d'un maître d'ouvrage qui est sensible à ça et qui va comprendre tout ce que vous allez lui dire. Mais le chemin est long. J'entends encore des maîtres d'ouvrage m'expliquer qu'ils ne mettent pas de parquet dans leur logement parce que le poids carbone du parquet est moins bon que celui de la céramique. On dit essentiellement n'importe quoi sur la question du carbone. Il n'y a pas une personne qui est sachante, ou du moins les seules personnes qui sont audibles, c'est ceux qui font du greenwashing et qui racontent n'importe quoi. Donc les compagnies aériennes sont green, le Qatar est green, le gaz est green, le béton, on le cuit à 1800 degrés, le béton. Il existe des bétons bas carbone. Alors pas ceux qui méritent une fiche FDES parce qu'en fait c'est ça utilise soi-disant des déchets de l'industrie sidérurgique, alors qu'en fait, ils ne font qu'acheter des droits à utiliser, mais il existe des bétons bas carbone à côté de chez vous. Hoffmann, qui ne fait pas de cuisson et qui va mélanger des agrégats pour faire un béton qui va avoir un poids carbone de 180 tonnes par mètre cube de béton, là où les autres sont à 800. Mais voilà, il y a bien une chose, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. La question se pose aussi, quel est le prix de la tonne ? Vous écouteriez Jancovici, il vous dirait, mais si le prix de la tonne doit être ramené au nombre de morts que ça fera dans 50 ans, mais ça n'a pas de prix, une tonne de CO2. Donc voilà, j'ouvre le débat, il y aura plein de sujets, mais on n'en est qu'au début de tout ça. Et sachant qu'on a déjà dépassé la limite à partir d'un quart d'heure, je suis désolé d'être le rabat-joie de service, mais on prend 5 minutes de pause avant nos 2 prochains interlocuteurs. Donc on sait qu'on ne sait rien, hein, c'est la conclusion. On doit faire mieux. La différence, c'est l'envie.